Monsieur le Président, bienvenue. Vous dire que votre audition était très attendue, mais ça, c'est pas un scoop, puisque évidemment, nous sommes tous aujourd'hui en attente d'informations pour cette fameuse réforme ferroviaire qui devrait être examinée au Sénat première semaine de juillet. Il nous faut donc, dès à présent, puisque nous avons peu de temps, avoir sur cette réforme toutes les précisions que vous pourrez nous donner. Et vous savez que dans cette commission, le sujet de l'aménagement du territoire, de la mobilité, du développement durable, sont des sujets majeurs de cette commission et par conséquent, cette réforme pour nous est de la plus grande importance. Alors, nous savons que quelques grandes lignes que nous avons pu avoir laissent encore beaucoup de points à clarifier, que des arbitrages vont être nécessaires, que la réforme du modèle social est importante, et bien sûr que le transport ferroviaire constitue pour l'avenir de notre pays un élément extrêmement important. Et bien sûr, cette réforme, non seulement elle était absolument indispensable, mais peut-être qu'elle constitue une des dernières chances de sauver le rail français. On sait que le déficit aujourd'hui est d'environ 40 milliards et que si nous ne faisons rien, il augmente d'1,5 milliard tous les ans. Et donc il nous faut absolument que nous puissions arrêter cette hémorragie. J'ajoute qu'un grand nombre d'élus locaux sont en attente, des attentes fortes, et parfois regrettent que ces attentes n'aient aucune réponse. Et on voit avec inquiétude des lignes capillaires de fret ou des lignes secondaires de voyageurs qui sont dans un tel état qu'on pense qu'elles vont disparaître. Donc bien sûr, nous avons des spécialistes dans notre commission, en particulier notre rapporteur, M. Michel Teston, qui ne manqueront pas de vous interroger. Et bien entendu, si Louis Nègre peut se libérer, je pense que nous le verrons aussi. Il vient tout à l'heure, parfait. Ce ne sont pas les seuls, et donc j'espère que cette audition nous permettra d'avoir donc toutes les informations nécessaires avant de nous engager dans notre travail de parlementaire. J'ajoute tout de suite pour mes collègues qu'à la fin du sujet principal de cette audition, qu'est la réforme ferroviaire, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, nous dirons deux mots des problèmes de quai et de rames terre. Mais nous le ferons une fois que nous aurons terminé l'audition concernant la réforme ferroviaire. Monsieur le Président, sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup de cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant vous sur la réforme ferroviaire. Je veux tout de suite préciser que la réforme ferroviaire, c'est le projet du gouvernement et du ministre qui est présenté devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, je n'interviens ici que comme responsable de la SNCF, qui est l'opérateur public national de transport. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je m'exprimerai de ce point de vue-là et de ce point de vue-là seulement. Peut-être, pour utiliser la dizaine de minutes que vous me proposez, je voudrais essayer de dire si le Parlement adopte une réforme du système ferroviaire dans les prochaines semaines, qu'est-ce que la SNCF peut elle-même apporter avec cette réforme? Et donc, avec votre autorisation, je n'entrerai pas dans le détail de la proposition que fait le gouvernement au Parlement. Je pense que ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour la défendre, ou la critiquer, ou l'amender. Ça, c'est le rôle du gouvernement et du Parlement. En revanche, ce que je peux dire, c'est ce que la SNCF devrait faire si cette réforme est adoptée. Et au fond, les choses, me semble-t-il, de ce point de vue-là, sont assez claires. D'abord, c'est à nos yeux d'opérateurs ferroviaires, c'est une réforme qui doit être faite pour améliorer la vie des voyageurs et des chargeurs. Il ne faut jamais perdre de vue cet objectif central, c'est de rendre un meilleur service public ferroviaire. Et je pense que c'est ce que le pays attend de la SNCF si la réforme est votée. Très concrètement,
Dès lors qu'il y a un nouveau fonctionnement qui est prévu, qu'est-ce que nous allons faire? Des travaux mieux organisés. Et tout le monde sait qu'il y a un mur de travaux sur le réseau aujourd'hui. 2, une vraie cohérence système. Ça veut dire une préoccupation constante de réaliser le meilleur lien entre l'infrastructure et le ou les transporteurs. Vous avez cité l'affaire du Régiolis, j'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis, le plus important, améliorer l'utilisation du réseau. On a un et un seul réseau. Ce réseau doit se partager entre des travaux, sa maintenance, son amélioration, et puis des circulations. Et pour avoir vécu ces 15 dernières années, 2 établissements publics de l'État qui étaient face à face, au lieu d'être côte à côte, et qui se sont livrés, c'est vrai, pendant certaines années à une guerre ouverte, on voit bien que l'utilisation du réseau n'était pas optimale. Tout le monde connaît des tas d'exemples où des travaux prévus annulaient des trains, mais finalement les travaux n'avaient pas lieu. Et tout le monde connaît des trains qui devaient circuler, empêchant des travaux, mais finalement le train ne circulait pas. Et donc, de l'avis général, le réseau ferroviaire français est sous-utilisé, faute de coordination entre celui qui a la charge du réseau et ceux qui ont la charge de faire des transports. En termes chiffrés, si la réforme est adoptée par le Parlement, moi je m'engagerai à ce que la régularité des trains augmente, je dirais, d'1 point supplémentaire tous les 2 ans, c'est-à-dire un demi-point par an sur les 4 à 5 ans qui viennent. C'est un pari audacieux, parce qu'on est dans une période de travaux tous azimuts, mais je suis tellement convaincu qu'on peut mieux faire fonctionner le système que je prendrai cet engagement d'1 demi-point de régularité supplémentaire par an chaque année. Deuxièmement, pour les élus, alors là, les choses sont particulièrement frappantes. Tous les élus de France ont vécu ces dernières années l'incroyable complexité du système ferroviaire dans lequel les élus sont ballottés, renvoyés de Gares et Connexions vers l'infrastructure, de l'infrastructure vers le transporteur. Bon, ça n'est pas décent, ça n'est pas efficace, ça a bloqué un nombre considérable de projets d'aménagement urbain et foncier. Et par conséquent, l'engagement que je prends devant vous, si la réforme est votée, c'est que nous allons unifier la gestion du patrimoine foncier et immobilier immédiatement. Immédiatement. C'est-à-dire qu'au-delà du régime juridique, au-delà des personnes juridiques, nous allons faire, dès le lendemain de la réforme, avec Jacques Rapoport, un plateau commun qui sera l'interlocuteur unique de tous les élus au plan local et national pour simplifier les problèmes de foncier et d'immobilier. Il y aurait bien d'autres exemples à donner, mais celui-là est celui qui me paraît le plus frappant. Donc, simplifier la vie des élus et des collectivités pour accélérer les opérations d'aménagement. Et évidemment, derrière tout ça, il y a la valorisation pour le logement social, les équipements collectifs, et il y a un meilleur traitement des délaissés. Vous témoignez tous que dans toutes les agglomérations, dans toutes les villes, il y a des délaissés ferroviaires qui sont dans un état pas possible, qui posent des problèmes aux élus et sur lesquels nous allons nous engager vis-à-vis de vous à les traiter lorsque la réforme sera votée. Troisième point de vue, cette fois-ci, comment peut-on s'engager vis-à-vis des autorités organisatrices? Moi, ce que j'espère, c'est que dans votre sagesse, vous ferez des autorités organisatrices, notamment régionales, des autorités organisatrices de plein exercice, et qu'on sortira du milieu du gué actuel, où on ne peut pas vraiment dire que celui qui paye décide. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Chacun sait par exemple que les tarifs des TER, chaque année, l'augmentation des tarifs TER est fixée dans une réunion interministérielle de l'État, mais s'applique aux régions. C'est un système qui est un peu paradoxal. Chacun sait que juridiquement, les trains sont payés à 100% par les régions, mais n'appartiennent pas aux régions. D'où une complexité qui est quand même assez invraisemblable. Donc, oui, il y a une simplification, une clarification nécessaire autour de qui paye décide et des autorités organisatrices de plein exercice.
Puisque je m'exprime ici comme responsable de l'opérateur, j'indique aussi que sur la question de la concurrence, l'Union européenne a commencé à parler, puisque l'Union européenne a adopté un texte au Parlement européen qui fixe des échéances en 2019 et 2023. Le texte proposé par le gouvernement ne traite pas la question de la préparation à la concurrence. Mais moi j'indique qu'au vu de l'opérateur, il faudra ultérieurement traiter de cette question, car souvenons-nous, quand l'Union européenne a ouvert le fret à la concurrence en 2007-2008, notre pays était malheureusement totalement impréparé. Et donc le choc de l'ouverture à la concurrence a été massif. Recul de tous les trafics fret, quasi faillite de fret SNCF. Donc il faudra se préparer à cette ouverture à la concurrence. Par exemple, les personnels nous interrogent sur une belle question. La SNCF en 2023 perd un marché. Que se passe-t-il? Est-ce que les personnels SNCF qui travaillent sur cette ligne sont transférés au nouvel opérateur, comme c'est le cas dans les villes? Ou est-ce que, comme c'est le cas en Allemagne, celui qui a perdu le marché récupère, si je puis dire, l'ensemble de ses salariés pour les affecter à d'autres lignes? Il y a plusieurs systèmes possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas attendre que ça se produise en 2023 pour avoir traité de cette question. Et je dis simplement, ce n'est pas l'urgence, on est en 2023, mais il faudra aborder cette question. Quatrième point de vue, le point de vue économique. Avec Jacques Rapoport, nous partageons la même analyse. Le projet de loi tel qu'il est permet aux deux établissements publics de stabiliser leur dette à une échéance qui est probablement de l'ordre de 2020. Permet de stabiliser la dette, mais de la stabiliser à un niveau très élevé. C'est donc une première étape. Cette première étape, elle est déjà fondamentale, parce que, comme l'a rappelé notre président, aujourd'hui, ça dérive. Ça dérive, suivant le loyer de l'argent, entre 1,5 milliard et 3 milliards, et suivant le nombre de projets de grande vitesse. Donc l'objectif de stabilité, il est ambitieux. Il suppose 3 choses. 1, que notre pays réduise la voilure sur les nouveaux projets de lignes à grande vitesse. Non pas ceux qui sont en cours, mais les futurs. Là, la commission Duron, Mobilité 21, etc. 2, il suppose que le système ferroviaire fasse un effort de performance sans précédent. Et avec Jacques Rapoport, nous nous engagerons, si la loi est votée, nous nous engagerons à faire 1 milliard d'euros d'économies sur la facture ferroviaire de la France, en quelques années, de l'ordre de 3 à 5 ans. Donc, ça, c'est l'engagement que nous nous proposons de prendre, de faire ce milliard d'économies, 500 millions du côté du réseau, 500 millions du côté de l'entreprise de mobilité. Enfin, la troisième condition, si je puis dire, c'est que l'État accompagne cette stabilisation de la dette. C'était une question qui est en cours de discussion et il ne m'appartient pas évidemment ici de la commenter sur la façon dont l'État pourrait ou pourrait ne pas accompagner cette étape. Mais ce point de vue-là est absolument essentiel, car s'il n'y avait pas cet objectif de stabilisation de la dette, la réforme n'atteindrait pas l'objectif de consolider le système ferroviaire. Je dis en toute honnêteté que je pense qu'il y aura d'autres étapes après. C'est une première étape de stabiliser. Il y en aura d'autres, mais faisons déjà celle-là, elle est ambitieuse. Quatrième point de vue, le point de vue social. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas préparer l'avenir du système ferroviaire en faisant l'impasse sur les règles sociales du système. À ce moment-là, ça veut dire que les cheminots sont la variable d'ajustement et qu'au fond, on laisse les questions des salariés sans réponse. Le projet de loi, de ce point de vue-là, comporte une disposition fondamentale, maintien du statut pour les cheminots qui sont au statut, comme d'ailleurs à EDF, à la météo, dans toutes les réformes législatives de notre pays, le statut des personnels en place a été maintenu. Et, deuxième partie du projet de loi, prescription par la loi de la négociation d'une convention collective
applicable à 100% des salariés du secteur. Cette convention collective, elle fixe, elle, les règles d'emploi, la façon dont on fait les 35 heures, les amplitudes, les repos, tout ce qui fait la vie quotidienne des cheminots du public ou des cheminots du privé. Cette disposition-là, nous la soutenons avec Jacques Rapoport fermement parce qu'il nous semble que c'est la préparation de l'avenir. Pour l'information du Sénat, cette discussion s'est déjà amorcée. 7 syndicats sont autour de la table. 7 syndicats, tous les salariés sont représentés. Et nous avons déjà obtenu, ce qui est un point fondamental, nous avons déjà obtenu un accord de méthode. Ce qui est un premier pas très important, cela signifie que les syndicats et le patronat se sont engagés sous l'autorité de l'État dans cette négociation en partageant les objectifs, en partageant la façon de négocier. Donc c'est quand même de bon augure, même si chacun sait que ça sera compliqué. Enfin, et pour ne pas être trop long, 2 autres petites annotations. D'abord la question européenne. Dans cette même salle, je me souviens, lors de mon audition pour mon renouvellement, nous avions parlé de ces questions et je me souviens qu'on était dans la situation où il nous semblait que l'Union européenne avait pris des positions très tranchées, un peu dogmatiques, en disant « seule la séparation sera acceptée à terme dans l'Europe ». La France, avec l'Allemagne, a joué son rôle. La France par la négociation, l'Allemagne plutôt par le rapport de force. Et le vote du Parlement européen, qui est intervenu en février, laisse les 2 systèmes ouverts en Europe. Le système intégré, que vous vous apprêtez à examiner, et un système séparé que d'autres pays ont choisi. Et ces 2 systèmes sont jugés possibles par l'Europe à la condition qu'il y ait un régulateur, tant mieux, vive la RAF, hein. Il y a une ARAF en France et c'est un bien qui est un régulateur du système ferroviaire. Et deuxième condition, que ceux qui ont choisi l'unité respectent le principe de non-discrimination des entreprises privées ferroviaires. Et j'indique ici que, et Jacques Rapoport et moi-même, nous sommes totalement engagés à respecter le principe de non-discrimination des entreprises privées ferroviaires. Et nous le ferons. Parce que c'est la condition d'existence d'un système intégré. Dernier mot peut-être, et qui n'est pas le moins important pour nous, qu'est-ce que cette réforme, si vous la votez, peut apporter à l'activité, à l'exportation et à l'emploi? Et pour moi, ça c'est un point essentiel. On ne le sait pas, mais la SNCF est un champion industriel français, européen, et internationale. Elle fait aujourd'hui presque 10 milliards de volume d'affaires hors de France. Pour certaines de ces activités, les activités de logistique, les activités de métro, de tramway, la moitié de notre activité est faite en Europe ou ailleurs dans le monde. Et nous sommes le 2e groupe mondial de services de mobilité derrière le groupe allemand Deutsche Bahn. Ces activités sont en très forte croissance, car dans le monde entier, l'urbanisation, les grandes métropoles exigent des solutions écologiques et acceptables en termes énergétiques de transport et de déplacement. Et donc ces activités sont vitales dans le monde entier, et c'est un des points forts de notre pays. Et en ayant une organisation nouvelle du système ferroviaire, nous agirons comme, pardon du mot qui est un peu barbare, un acteur du système ferroviaire. Parce qu'on ne vend pas le savoir-faire français en tranches de salami, on apporte des solutions à des villes, à des entreprises, en leur disant oui, nous savons, nous les Français, faire un tram-train qui a telle caractéristique, et le système entier. Et nous arrivons avec des ETI françaises, nous arrivons avec des entreprises de génie civil, nous arrivons avec des constructeurs de matériel français. Et donc cette dimension offensive de champion industriel, c'est, me semble-t-il, la finalité des finalités. Pour vous citer une anecdote, un jour la chancelière allemande a eu l'occasion de nous rencontrer, un certain nombre d'entre nous, et nous a dit, mais vous savez, en Allemagne, la Deutsche Bahn, son fonctionnement,
c'est un consensus politique en Allemagne. Quelles que soient les coalitions, le fait d'avoir un champion industriel allemand, elle n'a pas cité le lien avec Siemens, mais elle aurait pu citer aussi le lien avec Siemens en disant tout ça, ça permet à l'Allemagne de jouer un rôle prépondérant dans les systèmes de transport en Europe et dans le monde. Et donc cette dimension-là, qui est créatrice d'emplois, qui équilibre le commerce extérieur, qui est créatrice de croissance, c'est une finalité extraordinairement importante. Voilà ce que je voulais dire en introduction, Monsieur le Président. J'ai peut-être été un tout petit peu trop long. Pas du tout. La première question est posée par Monsieur Michel Teston. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Pépi, je vais essayer de ne pas être trop long, mais toutefois, je souhaite quand même vous poser 4 questions. 2 qui portent sur l'organisation actuelle et les missions actuelles de la SNCF. Une qui est relative aux relations avec les régions, qui sont très investies en tant qu'autorité organisatrice des trains express régionaux. Et je ne vous poserai qu'une seule question sur le projet de loi de réforme ferroviaire pour laisser aux collègues la possibilité de s'exprimer largement. Et cette question, malgré tout, est centrale, vous l'avez évoqué, c'est celle de l'aspect financier de la réforme ferroviaire. Alors d'abord, première question qui concerne finalement l'organisation actuelle. J'ai mené en tant que rapporteur du projet de loi de réforme ferroviaire de très nombreuses auditions depuis plusieurs mois et j'ai été frappé, ainsi que celles et ceux qui ont participé à ces auditions, par les critiques formulées par un certain nombre d'interlocuteurs sur la gestion par activité qui, selon ces personnes, aurait profondément désorganisé l'entreprise. Et alors, je citerai un exemple qui est souvent cité. Il y aurait une grande difficulté, pour ne pas dire une impossibilité, pour un conducteur affecté à l'activité fret, de pouvoir, en cas de nécessité, conduire un TER, même si le dit conducteur a toutes les habilitations pour conduire un train, donc autorisé à circuler à 160 km/h, ce qui est le cas pour les TER. Deuxième question, vous êtes chargé par convention avec l'État de la mission essentielle en matière d'aménagement du territoire, des trains d'équilibre du territoire. Or, ces trains sont très peu fréquentés et ils le sont peu en raison de leur manque d'attractivité, matériel roulant ancien, horaires mal adaptés. Alors que comptez-vous faire pour finalement les rendre attractifs, à l'instar de ce qui est fait dans de très nombreux autres États de l'Union européenne, où le terme train d'équilibre du territoire n'existe pas, mais où ces trains existent par contre bien. Troisième question, elle me permettra de faire la transition avec le projet de loi de réforme ferroviaire, c'est avec la question donc, du projet de réforme ferroviaire et la situation financière du système ferroviaire, c'est la place des régions dans le dispositif. Quand on regarde le projet de loi dans sa forme initiale, finalement, la place des régions n'est que peu reconnue. Et alors, quelques avancées sont possibles à l'Assemblée nationale et au Sénat. Quelques-unes ont été esquissées, à ma connaissance, la semaine dernière, lors de l'examen par la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Donc, du côté de la SNCF, que comptez-vous faire pour répondre aux critiques des régions et en particulier sur le manque de transparence de vos comptes? Et puis la dernière question, elle est au cœur de la réforme ferroviaire qui s'engage dans un contexte un peu pesant, semble-t-il, si l'on en croit les informations sur des préavis de grève qui auraient été déposés par 2 organisations syndicales représentatives. La question financière est bien un élément central de la réforme. Or, je dois dire que malgré les informations que vous nous avez données, celles données par le président de RFF, celles données par le secrétaire d'État au transport, la plupart de nos interlocuteurs aux auditions n'ont pas été convaincus du tout par les économies annoncées et attendues finalement de la réforme. Donc le fait qu'on constitue un gestionnaire unifié d'infrastructures en regroupant SNCF Infra, la DCF et puis RFF ne leur paraît pas finalement suffisant pour assurer les économies attendues.
Et donc, ces interlocuteurs ont quelques doutes sur la stabilisation de la dette à laquelle vous avez fait allusion dans 3 ou 4 ans, même si, effectivement, cette stabilisation, ou même vous l'avez dit, devrait se situer à un très haut niveau, ce qui pose le problème de savoir, sur la part de la dette du système ferroviaire, et en particulier de RFF, s'il n'y a pas une dette d'État, mais c'est une autre question qu'on n'abordera pas aujourd'hui, puisqu'elle nous dépasse pour l'instant. Voilà, je n'ai pas été trop long, Monsieur le Président de la Commission, Merci. Monsieur le Président de la SNCF. Je pense que les collègues poseront de nombreuses questions que j'aurais posées, mais il est normal que je leur laisse la possibilité de s'exprimer. Merci, Monsieur Teston. Monsieur Louis Nègre. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur Teston parle d'or. Le climat est pesant. Il est pesant, et ce n'est pas la faute à Michel ni à Louis. On constate que nous avons aujourd'hui un préavis de grève, donc cette réforme qui est faite par un gouvernement de gauche ne recueille pas, semble-t-il, l'assentiment de sa base. Bon, c'est déjà un problème politique. C'est un problème politique. D'abord, eh oui, j'ai encore le droit d'exprimer mon opinion, Michel. Voilà. Allons, messieurs, c'est pas un duo. C'est pas un duo. C'est une question. La parole est à Monsieur Louis Nègre. J'explique à Michel quelle est la situation. Il ne s'agit pas de faire un duo là. S'il vous plaît, Monsieur Nègre, vous reprenez le fil de votre question. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Donc nous avons déjà un contexte qui n'est pas porteur à ce niveau-là, qui pose problème, parce que, y compris la base, renacle. Mais il n'y a pas que la base, parce que si on prend cette réforme attendue, je pense que, et quand j'emploie le mot attendu, elle est attendue par tout le monde. Les assises du ferroviaire ont bien montré tout l'intérêt de s'engager dans une réforme, et là, c'était consensuel. Il faut une réforme. Quelle est la réforme qu'on doit faire? C'est là-dessus où peut-être on se divisera. Moi, ce que je constate, c'est que dès lors que l'on met en place un État stratège, ça me convient. Je trouve qu'à ce niveau-là, et notamment au niveau du réseau, mais ça va avoir des incidences dans ma démarche. Parce qu'à ce moment-là, le président du directoire, c'est le président du réseau. Bon. Après, vous avez une validation par le Parlement qui est souhaitable d'une vision globale, comme on le trouve en Allemagne, où vous avez tous les 5 ans la possibilité de remettre à niveau votre plan, et en tout état de cause, qu'il y ait une validation, j'allais dire annuelle, c'est quelque chose qui passerait par le Parlement et qui me paraît nécessaire pour atteindre cette fameuse transparence. La réunification du JU, très bien, tout le monde est d'accord. Là-dessus, on a le sentiment, vraiment, qu'il fallait se rassembler, qu'il fallait mettre les équipes ensemble pour arriver à de meilleurs résultats. Ensuite, je reprendrai ce qui a été dit par Michel Teston. La place des régions me laisse songeur. Je n'ai pas très bien compris où elles étaient, ce qu'elles pouvaient faire. Elles manquent d'argent en plus, mais je pense que les régions méritent d'être des autorités de plein exercice, et je vous rejoins sur ce point-là. Je pense qu'il faut, à partir de là, leur donner les moyens de leur politique pour qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. On a également, alors maintenant, dans les questions que je pourrais poser pour faire vite, je trouve malheureusement un certain nombre de problèmes. Premier, c'est avec la RAF, avec ce fameux régulateur que tout le monde attend, appelle de nos voeux, et à qui, d'entrée de jeu, on coupe les ailes. Il n'a plus d'avis conforme, il n'a plus qu'un avis motivé. Voilà. Donc, voilà quelque chose qui, moi, m'interpelle directement. Je l'ai dit au ministre en personne. Je lui ai dit, attends, je ne comprends pas. Bon. Ensuite, la dette. La dette, c'est un sujet non négligeable. Eh bien, la dette, vous vous engagez, me dites-vous, pour 1 milliard d'économies en quelques années. Si on arrive, et je vous remercie pour votre honnêteté intellectuelle, si on arrive à stabiliser cette dette, ça sera déjà un grand progrès. Voilà où nous en sommes en France aujourd'hui. La dette est en dizaines de milliards d'euros. Et tout ce qu'on peut viser aujourd'hui, dans le meilleur des cas, eh bien, c'est la stabilisation de la dette. Je ne vous parle pas de la résolution du problème qu'est la dette. Personne n'en parle.
Et pourtant, tout le monde sait que ça, c'est un vrai problème de fond et qu'il apparaît pas du tout. Bon. Ensuite, vous avez ce que l'Europe a appelé, et donc c'est un corollaire avec le JU, c'est ce qu'on a appelé les murailles de Chine. Cette indépendance de ce groupement des infrastructures unifiées. Là. Bon. Eh bien, si nous n'avons pas la garantie d'une autonomie et d'une indépendance des flux financiers, je m'opposerai à ce type de réforme. Je pense qu'il est souhaitable et nécessaire qu'il y ait là de véritables murailles de Chine particulièrement impénétrables. Il me restera ensuite à vous poser la question de savoir où vous situez les élus et les usagers dans cette démarche-là, parce que j'estime que les élus, et notamment les parlementaires, le Parlement, qui votent les réformes, qui votent les lois, qui votent le budget, qui vous permet d'avoir ensuite un budget en équilibre en fin d'année, ils ont besoin, ces élus, d'avoir leur place, et je le souhaite également ardemment, les usagers. Nous sommes tous au service de nos concitoyens, et donc je souhaiterais les retrouver. Et ensuite, une petite question taquine, que devient la gouvernance des gares ? Monsieur François Grignon. Francis, pardon, Grignon. C'est pas grave. Merci, Monsieur le Président. Alors, en préambule, je voudrais dire que pour bien m'imprégner de cette réforme et pour faire des comparaisons, j'ai interrogé des responsables de la DB aussi, parce que nos deux grands champions étant allemands et français, je trouve qu'il était intéressant de faire des comparaisons. Alors, je voudrais aborder le problème sous deux angles, ce qui est dans la loi et ce qui est hors la loi. Ce qui est hors la loi, je veux dire ce qui est en dehors de la loi. Pardon, excusez-moi. Alors, ce qui est dans la loi, j'avais des doutes au départ sur la gouvernance avec 2 personnes au directoire. Bien. Et à la réflexion, quand je regarde ce qui s'est passé en Allemagne, où on a en fait le comité DB AG et Mobility Logistique AG, on a là-bas 2 groupes, mais avec le même directeur. On a 2 groupes parce qu'à l'époque, il faut se le rappeler, en Allemagne, on voulait privatiser l'activité de l'opérateur ferroviaire, le faire entrer en bourse. S'il n'y avait pas eu cette idée, on n'aurait qu'un seul groupe. Donc moi, il me semble que ce qui est prévu dans notre loi aujourd'hui est tout à fait cohérent par rapport à ce qui se passe en Allemagne et que nous n'avons pas à faire plus séparer, ce qui nous pénaliserait par rapport à eux. Et comme nous sommes les 2 grands en Europe, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Deuxièmement, la RAF. Alors, au départ, dans le texte, j'étais un peu choqué par le rôle de la RAF qui n'avait plus qu'un avis qui n'était pas conforme, mais je crois que tout a été rectifié. Je pense que c'est à la satisfaction de tout le monde et que la RAF retrouve son rôle. Troisième sujet, le transfert au réseau de toutes les infrastructures qui sont en particulier chez SNCF Mobilité aujourd'hui. J'aimerais avoir, et là c'est une question, Monsieur le Président, j'aimerais savoir si tout est bien transféré pour qu'il n'y ait pas la tentation de certains de faire des blocages sur le terrain assez insidieux parfois. Et je pose en particulier le problème des cours de marchandises pour que les opérateurs de fret puissent y accéder librement, facilement, sans aucune contrainte, ainsi que le problème des facilités essentielles. En ce qui concerne ce qui est plutôt hors la loi, ou qui n'est pas traité dans la loi, pardon, il y a le problème de la dette, on l'a dit, 42 milliards, si vous pouviez me confirmer, 35 pour RFF, 7 pour la SNCF. Je dis simplement à mes collègues que chez la DB, pour un chiffre d'affaires plus important, c'est 17 milliards. Donc, pour qu'on ait ce chiffre en comparaison, donc j'espère que l'État va continuer à garantir cette chose. Sinon,